Place à l'entretien d'actu avec Selim Derkaoui, journaliste indépendant, contributeur au Monde diplomatique et co-auteur de La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie avec Nicolas Framont. Et c'est d'ailleurs avec Nicolas Framont qu'il a cofondé le magazine indépendant en ligne Frustration. Bonsoir Selim Derkaoui. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à faire découvrir à notre public ta dernière enquête pour le Monde diplomatique. Le titre est très éloquent. Des médecins au service des employeurs. Il interpelle même et inquiète. Est en cause un décret qui date de 2007 et qui permet aux entreprises de contester auprès de l'Ordre des médecins les certificats médicaux qui établissent un lien entre le travail et la santé mentale et physique de leurs salariés. Et une fois saisi, cet organisme peut aller jusqu'à demander aux médecins de modifier leurs écrits, voire de les sanctionner. Ça a été le cas du docteur Karine Djemil, médecin du travail, dont la responsabilité a été mise en cause. Est-ce que tu peux nous raconter sa mésaventure ? Oui, alors Karine Djemil, elle est médecin du travail en Seine-Saint-Denis. Elle a voulu faire un certificat médical pour faire le lien entre la santé et le travail de deux salariés, deux femmes qui se plaignaient d'un harcèlement moral et sexuel de la part de leur employeur. Donc en faisant ce certificat médical-là, Karine Djemil a été convoquée par l'Ordre des médecins pour modifier ses écrits. Et c'est le patron, à la base, qui a eu connaissance de ce certificat-là et qui a ensuite décidé de contacter l'Ordre des médecins pour freiner lui, il considère ça comme une attaque contre lui. Donc cet employeur saisit l'Ordre des médecins pour contester ce certificat médical qui est quand même établi par un médecin du travail. Donc il y a une confrontation dans un premier temps dans le cadre d'une audience de conciliation et le docteur, donc Karine Djemil, a refusé en fait de modifier ses écrits. Oui, exactement. C'est le moment de la conciliation, c'est la première étape. L'Ordre des médecins, on peut nous-mêmes le contacter aussi. C'est un organisme de droit privé, mais chargé d'une mission de service public. Par exemple, si toi ou moi, on veut se plaindre d'un médecin qui n'a pas respecté le code de déontologie médicale, on peut saisir l'ordre au niveau du conseil départemental. Ce que peuvent faire du coup les patrons depuis 2007. Alors les médecins du travail m'ont dit qu'après la vague de suicides à France Télécom en 2006, c'est là qu'il y a eu une modification de loi pour justement permettre aux patrons aussi de saisir l'ordre. Alors la conciliation, faut imaginer autour d'une table, le médecin est face, ou la médecin est face à l'employeur. Le salarié ou la salariée n'est pas présent. Ça, c'est très important aussi, mais on va revenir peut-être plus tard. Et l'étape de la conciliation, en général, la plupart des médecins du travail, les médecins généralistes ou n'importe qui, ils arrêtent à ce moment-là parce que c'est une pression quand même très forte et surtout qui va au sens même de leur profession, donc de leur intégrité professionnelle. Et là, dans ce cas-là, la docteure, Karine Djemil, a été quand même... elle a eu une sanction quand même assez lourde, puisqu'on lui a infligé, c'est 6 mois d'interdiction d'exercice qu'elle a contesté ensuite en appel. Exactement. Et ça a été ramené à 3 mois ferme, et on lui a reproché un rapport tendancieux. Oui, ils appellent ça un certificat de complaisance. C'est-à-dire... Alors, en gros, les médecins, ils vont déjà se dire que finalement, on peut contester ce que l'on voit. Par contre, tout ce qui est témoignage de santé mentale, notamment, de harcèlement, etc., c'est des propos rapportés, et souvent, eux, ils vont dire que ça ne leur suffit pas. Après, il y a une médecin du travail, la seule et unique à l'ordre national, au Conseil de l'ordre national. Ils sont une 50aine, c'est la seule médecin du travail, ce qui en dit long. Elle m'a quand même dit qu'il fallait mettre quand même des guillemets quand on prenait le propos, mais ce qu'a fait Karine Djemil, et c'est ce qu'a fait aussi une psychiatre également, donc ils respectent ces règles-là. C'est juste que finalement, ils n'ont aucune considération pour les salariés, et finalement, leur propos, pour eux, n'a pas de valeur. Il y avait, par exemple, un salarié qui disait qu'il se sentait moins considéré qu'un chien, mais vraiment, les médecins, ils ont insisté du travail là-dessus, c'est que vraiment... Il y a un mépris de classe, même pire que ça, vraiment très profond. Pour eux, c'est vraiment des moins que rien. Les salariés n'ont pas le droit à la parole en tant que tel, en fait. Et il y a un rapprochement de classe, en fait, entre les médecins, souvent assez bourgeois, finalement, et qui vont avoir plus de liens avec le patronat qu'avec les salariés. Ça va être des patrons qui vont croiser... Bon, j'exagère un petit peu, mais au golf, par exemple, ils ont les mêmes lieux de sociabilité, donc des liens, des affinités plus fortes qu'avec un salariat qu'ils ne connaissent plus. Et eux-mêmes, certains médecins sont employeurs aussi. Donc finalement, ils vont avoir plus de sympathie
pour le patronat. C'est marrant parce que, enfin, je ris jaune quand je dis c'est marrant, c'est que l'ordre des médecins est censé assurer le respect du code de la déontologie et il n'y a absolument rien de déontologique dans le fait de effectivement se rencontrer sur un terrain de golf et convenir d'une sanction contre l'un de ses pairs parce qu'il a juste été à l'écoute d'un salarié en souffrance, notamment psychologique, puisqu'effectivement tu as rencontré Karine Djemil, tu as également rencontré donc, Gaëlle Naït, qui est psychiatre, et elle a reçu un blâme pour avoir fait le lien entre le travail et la santé psychique d'un de ses patients, ce qui est quand même le cœur de son métier. Tu le rappelais tout à l'heure, l'ordre des médecins rappelle aux médecins de constater ce qu'ils voient, sauf que dans le cadre de la psychiatrie, c'est une clinique déclarative. Exactement. Donc cette injonction ne peut pas s'appliquer dans ce cas-là. Oui, justement, eux, ils vont à chaque fois se reporter à ça, par exemple, comme argument, ou alors au secret médical. Ils vont toujours se reposer là-dessus. Mais finalement, c'est vrai que je voulais vraiment insister sur ce point dans l'enquête, c'est que le corps médical, quand même les médecins, appartiennent à une classe et finalement, ils vont plutôt agir en fonction de cette classe-là, plus que par solidarité envers des médecins, en fait, des psychiatres, etc. Ça, c'est très, très intéressant de voir que finalement, encore une fois, la déontologie est instrumentalisée au service d'une classe dominante, finalement, auquel ils appartiennent aussi. Il faut rappeler aussi qu'il y a des médecins qui travaillent dans des cliniques privées aussi, de plus en plus, et des patrons, ils ont des actions dans ces cliniques privées-là. Donc, il y a tout ça aussi derrière qui renforce ces liens-là. Oui. Alors, les plaintes d'employeurs contre les médecins augmentent. Combien de médecins sont visés par ces plaintes diligentées par des employeurs ? Alors déjà, il y a une thèse de médecine, c'était entre 2011 et 2015, là j'ai plus son nom en tête de la chercheuse, mais elle avait établi une augmentation déjà c'est passé de 3,5% à peu près jusqu'à 16%. Donc là, il faut imaginer que sur le nombre total des plaintes, donc les citoyens, citoyennes, etc., là de 2015 à aujourd'hui, ça a encore augmenté. Alors là, on n'a pas encore les chiffres précis, mais c'est l'objet d'une thèse. C'est quand même très très compliqué à faire. Elle a mis du temps, elle m'avait raconté, c'était très délicat, surtout très opaque évidemment. Et une augmentation qui est aussi renforcée du fait que, avec les lois travail, etc., la médecine du travail a été détricotée. On voit notre médecin du travail qu'une fois tous les 5 ans et plus tous les 2 ans, comme c'était le cas avant. Par exemple, il y a tout ça aussi dans un ensemble qui fait que ça augmente. De plus en plus, et surtout il y a même des sites internet ou des cabinets d'avocats dans grandes entreprises, ou d'entreprises tout court d'ailleurs, qui conseillent aux patrons de procéder de cette manière-là pour se protéger en fait. Oui. Tu rappelles effectivement que cette contestation croissante des employeurs, elle s'inscrit dans un contexte de détérioration plus large de la médecine du travail. Et on rappelle que la loi donc, de travail 2016, c'est la loi El Khomri, et donc c'est un gouvernement socialiste à ce moment-là. Et alors il y a aussi un autre constat, depuis 2013, l'effectif donc, de médecins du travail a diminué de plus de 20%, et on a quand même 4800 praticiens pour 18 millions de salariés, et 5,7 millions dans la fonction publique, et donc forcément cette réduction d'effectifs et cette loi de travail va préjudicier aux salariés au bout du compte qui doivent être protégés par cette médecine du travail. On va revenir à ce décret. Donc c'est un décret de 2007 qui va offrir ce recours aux employeurs. On rappelle quand même que qu'un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Qui aurait pu faire pression pour que ce décret soit pris ? Parce qu'on rappelle que l'Ordre des médecins a été créé en 1945. Oui, d'ailleurs, il a été créé même bien avant, mais il a été restauré sous Vichy. Donc ça, c'est souvent le point important. On dit que finalement, il a été créé à ce moment-là parce que c'est là où il a une importance importante. François Mitterrand voulait le dissoudre. Ce qu'il n'a pas fait, c'était dans ses promesses de campagne à l'époque. Historiquement, déjà, il y a eu pas mal d'affaires sur cet ordre-là. Il y a eu des affaires de protection de médecins violeurs, de gynécologues violeurs, etc. Il y a eu pas mal d'affaires à ce sujet. Je ne sais pas si tu peux redire ta question. Oui, bien sûr. Je demandais qui aurait pu faire pression sur ou le président ou le ministre pour que ce décret soit pris en 2007. C'était sous Kouchner, il me semble. Je ne sais plus s'il était ministre à ce moment-là. Peut-être. Franchement, Mais au niveau de la pression, moi, je pars toujours du principe que peu importe l'individu, entre guillemets, ça reste le pouvoir politique.
et qui, en faisant ça, se met du côté du patronat. Et finalement, avec, on a vu le quinquennat Hollande, etc., enfin, toutes les trahisons qui ont été faites de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, c'est très logique, c'est que finalement, c'est des accointances, c'est des proximités sociales, etc., qui font que passer un décret comme ça allait sous le sens, finalement. Ils avaient quand même plus de liens avec le patron de France Télécom qu'avec les salariés qui se suicidaient, quoi. Des lobbying qui poussent et qui provoquent ce genre de décret. Alors bien évidemment, les médecins ont essayé de s'organiser et de former un recours contre ce décret. Et donc c'était le 11 octobre 2017. Ils ont saisi le Conseil d'État pour qu'il refuse aux employeurs la possibilité de réclamer une action disciplinaire. Et qu'est-ce qu'a statué le Conseil d'État ? Justement qu'il n'y avait rien à faire. Enfin, du coup, ils ne protégeaient pas du tout ces médecins-là. Ce qui ne nous a pas étonnés, les médecins, quand ils me l'ont dit, ils ne s'attendaient à rien de la part du Conseil d'État. Il y a un médecin du travail qui est parti jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, fallait quand même, ça demande quand même des années de procédure. Oui, ça coûte extrêmement cher. Donc, faut aller jusque-là pour se faire entendre et se faire défendre. Parce qu'il y a une logique de classe même intrinsèque à la fonction médicale, finalement. C'est qu'ils sont obligés d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, quand un médecin du travail m'a raconté ça, c'est épuisant. Il y en avait un, c'était justement sur une dizaine d'années. Karine Djemil, elle n'a pas été jusque-là. Elle a eu son blâme pendant 6 mois d'interdiction. Pas payé en plus, son revenu, rien pendant ces... Oui, c'est ça, elle n'avait aucun revenu. Elle a dû faire un prêt bancaire à ce moment-là. Enfin, c'était une humiliation totale, quoi. Oui. Alors, on a parlé de cette audience de conciliation. Là où je le disais en fait en introduction, c'est que ce type de procédure-là met à mal d'ailleurs ce principe d'une bonne administration de la justice, qui est quand même un principe à valeur constitutionnelle. Comment un médecin peut clairement se défendre face à un employeur sans divulguer des informations qui sont protégées par le sceau du secret c'est pour ça que la professionnel. plupart, ils arrêtent en conciliation au moment où justement on leur dit de modifier un peu les écrits, parce qu'ils savent très bien qu'après ça va être quasiment impossible. Ils se retrouvent dans une impasse. Ce qu'ils me disaient souvent, c'est que finalement, leur corps de métier, on leur dit le secret médical, vous ne pouvez pas, mais en même temps, il faut dénoncer des agissements très important, en fait. C'est pour faire évoluer aussi la recherche sur les risques psychosociaux, sur les maladies professionnelles, sur les accidents du travail, sur le harcèlement sexuel et moral en entreprise. Donc ça concerne des millions de gens en France. Et ça part de cette base-là, où des médecins, tout type de médecins, n'osent même pas faire de certificat total. Donc si toi et moi, demain, on a envie d'aller voir notre médecin généraliste ou psychiatre, on leur parle de ça. On leur demande, j'aimerais bien avoir un certificat pour me battre au prud'homme ou pour autre chose. Pour que ma maladie professionnelle soit reconnue. Exactement, tout simplement. Et vous pouvez essayer, mais les 3 quarts du temps, ils vont refuser. Ou alors ils vont faire comme si ils ne voyaient pas de quoi on parlait. Alors soit parce que certains médecins cautionnent ce fonctionnement-là, de proximité de classe, etc. Soit parce qu'ils ont tout simplement peur. C'est pour ça que les chiffres qu'on évoquait au départ, là, d'augmentation de 3 à 13% des plaintes d'employeurs, faut se dire mais il y en a peut-être encore plus, mais c'est juste parce que les médecins n'osent pas faire de certificat déjà initialement. Et donc se pose la question, dans ce type d'affaires, de l'arbitrage, il y a un arbitrage qui a à faire entre le droit de la défense, qui doit être effectif pour un médecin, et le devoir de respecter ce secret professionnel. Donc, comme tu le disais, le médecin est dans une véritable impasse dans ce type de procédure. Et cette problématique, on la connaît, elle s'est aussi posée dans le cas de violences conjugales. Et c'est à se demander, je pose la question, si l'ordre des médecins n'est pas également au service des agresseurs. On écoute. On nous demande, nous, de réparer des patientes et de les remettre dans les mains de l'agresseur qui va les cogner de nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, le secret médical protège l'agresseur. Il ne protège pas la victime. Voilà. On a un ordre des médecins qui protège les agresseurs, pas les victimes. Et tu en sais aussi quelque chose dans le cadre de ton enquête. On peut parler des violences qui sont faites aux enfants, notamment des violences incestueuses, sexuelles. Parce que l'ordre des médecins, il n'est pas seulement bourgeois, mais souvent ça va de pair. Il est aussi extrêmement réactionnaire. Donc pour lui, tout ce qui est violence sexuelle, etc., il le connaît pas. Enfin, il y a déjà, lors des médecins, à la base, il y avait quand même une grande majorité d'hommes. Là, ils ont un petit peu changé très récemment. Ils ont essayé de faire quelque chose de paritaire, mais c'est encore très récent. Et effectivement, il y a des pédopsychiatres qui se sont regroupés. Alors c'est très récent, les médecins que j'ai interviewés insistaient là-dessus, comme quoi c'est un groupement politique
qui s'est formée il y a à peine un an. Elles sont plusieurs parce qu'elles se font attaquer par l'ordre des médecins, parce qu'elles veulent défendre des enfants victimes de violences, de violences sexuelles, de violences intrafamiliales ou même de médecins d'ailleurs. Et elles, voilà, sont heurtées au problème que l'ordre les attaque, elles. Je me souviens que je crois que c'était en septembre ou en octobre, Macron, ils avaient fait toute une journée sur l'enfance, etc. Et c'était pile le même mois, en octobre il me semble, où finalement les pédopsychiatres passaient au tribunal, face à l'ordre en procédure, pile le même mois où Macron recevait parlait du droit de l'enfance à ce moment-là, quoi. Parce qu'il leur a été reproché d'avoir violé le secret médical. Exactement. Et elle disait, mais il y a encore un autre arbitrage, le secret médical et l'intérêt supérieur de l'enfant qui est garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est quand même assez incroyable. Alors, il y a une solution, tu l'as évoqué, notamment des médecins l'ont évoqué, en tout cas ceux que tu as rencontrés, c'est de se tourner vers un médecin expert auprès des tribunaux, mais il y a un mais. C'est toujours pareil. Il y a un manque de confiance aussi. Déjà, ils ne veulent pas nommer de médecin expert. C'est pour ça que les médecins ils me disent que, vu qu'ils ne nomment pas de médecin expert, c'est une juridiction d'exception. C'est à partir de là où, finalement, ils sont justice eux-mêmes en France. C'est quand même assez aberrant. Donc, un médecin expert, pourquoi pas, mais ils le vaudront de toute façon jamais. Et puis, c'est très coûteux. Et puis, c'est très cher, en fait. C'est ça, c'est très cher. Et même, il y avait la psychiatre, Gaëlle Niat, qui disait, mais oui, du coup, moi, je peux leur dire de se tourner vers un avocat, une avocate, etc. Sauf que c'est des gens qui sont salariés. Du coup, elle me disait, déjà précaire en soi, avec un SMIC ou quoi, donc pas du tout ni le temps ni l'argent de se consacrer à ça. Oui, un médecin expert, tu indiques dans ton article que le coût, c'est 400 €. Or, effectivement, la plupart de ces patients... sont précaires. Et là où c'est très insidieux, c'est que les employeurs qui contestent ces certificats médicaux pourraient très bien le faire devant le Conseil des prud'hommes. Mais ils choisissent de le faire devant l'ordre des médecins. Oui, voilà, ils court-circuitent. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de sites internet, j'ai regardé un petit peu, qui conseillent explicitement, c'est marrant parce qu'il y a un site qui s'appelle l'Explicite, qui conseille les entreprises, de contourner justement de ne pas aller jusqu'au prud'homme. C'est pour ça aussi, il y a très peu d'affaires aussi qui peuvent aller jusqu'au prud'homme, parce que les gens sont démunis, parce que les médecins ne les soutiennent pas pour ces raisons-là, par la pression. C'est important parce qu'en fait, on parlait beaucoup de santé au travail là ces derniers mois. Tant mieux parce qu'on en parle très peu en France en général. Donc là, c'est revenu en parlant de la réforme des retraites, etc. Eh bien, il faut se dire que tous les liens de santé et travail pour tous les salariés en France sont tués dans l'œuf à cause de médecins eux-mêmes à l'ordre, aux ordres du patronat par ailleurs. Donc ça, c'est très très important de le dire. Un ordre des médecins qui donc peut recevoir des plaintes, puisque c'est aussi, ils ont des pouvoirs disciplinaires, mais est-ce que cet ordre a véritablement les moyens d'enquêter ? Eux, ils vont se dire qu'ils n'ont pas encore les moyens. La médecin du travail, la seule qui est au Conseil national de l'ordre, argumentait comme ça. Elle me disait, effectivement, il y a quand même des réformes à faire, il y a beaucoup de changements, il faudrait plus de médecins du travail. Ils ont les moyens. Il y avait une enquête de la Cour des comptes en 2019 qui disait justement que l'ordre des médecins gérait très mal ses comptes, qui pouvaient verser de l'argent à des médecins qui ensuite vont se payer une villa. Ça s'est arrivé en PACA. Ils ont l'argent. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté et encore une fois de solidarité de classe avec le patronat. Alors, on l'a vu dans le cadre de ton enquête, comment l'ordre des médecins est au service des employeurs. Et dans d'autres cas, on lui reproche tout l'inverse. Cet ordre est jugé rétrograde, opaque et corporatiste. Et tu l'as dit, dans le cadre notamment des violences sexuelles qui sont commises par ces praticiens. D'ailleurs, Basta a consacré un article à ces praticiens qui entrent en dissidence et qui refusent de payer leurs cotisations, puisqu'ils doivent être inscrits à cet ordre. Ils versent, je crois, 340 € de cotisations annuelles et ils contestent parce qu'ils considèrent que cet ordre-là ne protège pas... ne protège pas, ne les représente pas. Ne les représente pas, oui. Ne protège pas non plus donc, les victimes. Et tu donnes effectivement des chiffres. Entre 2014 et 2017, 150 plaintes pour des faits à caractère sexuel avaient été enregistrées. Près de 43% ont fait l'objet d'un rejet. Et dans l'affaire Joël Le Soirnec, du nom du médecin, qui molestait des malades mineurs, malgré une condamnation pénale en 2005 pour détention d'images à caractère pénographique, le Conseil du Finistère avait décidé en 2006, à l'unanimité, de n'engager aucune procédure disciplinaire. Alors,
une question toute simple. Pourquoi ne pas dissoudre cet ordre aujourd'hui, encore plus eu égard à ces affaires de violence qui visent des mineurs? C'est quoi les résistances auxquelles font face, notamment, ou bien des politiques ou des médecins, pour demander la dissolution de cet ordre? Moi, je leur ai demandé. J'ai demandé au ministère de la Santé. Je les ai harcelés, mais je n'ai pas eu de retour de leur part, justement pour leur demander pourquoi vous ne le faites pas. Après, voilà, Olivier Véran, par exemple, il est médecin lui-même. Idéologiquement et socialement, il est plus proche de l'ordre que de la médecin du travail, Karine Gémil, en Seine-Saint-Denis. Il y a ça aussi. Du coup, ils veulent... Déjà, ils ne m'ont pas répondu, pour commencer, mais ils baignent dans le même monde. Donc, ils ne voudront pas le dissoudre. Ouais, ils ont tout intérêt à maintenir cette justice de droit privé, exactement. Qui est discrète et qui est... que le commun des mortels a du mal, on va dire, à décrypter, à déchiffrer. Eh bien, ok, j'hallucine. Moi, vraiment, je lisais cet article et je me disais... Et tu l'as aussi soulevé, cette question-là, c'est que cet ordre-là pourrait être même contesté à la Cour européenne des droits de l'homme, puisque le droit à un procès équitable, à l'impartialité, c'est des droits, c'est des normes qui sont européennes, internationales, et qui ont au niveau de la hiérarchie des normes, on va dire, sont au-dessus des lois nationales, mais même dans les procédures et les recours, tout est fait pour empêcher une réforme de ce système-là. Oui, il faudrait en plus, par exemple par rapport au pouvoir politique, mais par exemple à l'Assemblée nationale, avoir aussi plus de salariés, en fait, initialement, qui eux-mêmes se saisissent de cette question-là. Mais quand la plupart des députés macronistes sont... Il y a des médecins, pas mal, très, très bourgeois pour le coup, il ne faut rien attendre de leur part, en fait. Ça, c'est clair et net. Il faudrait vraiment un tout autre gouvernement qui ait conscience de ces problématiques-là. Merci beaucoup, Selim Derkaoui. Petite question, est-ce que tu sais comment a été reçu ton article par, je ne sais pas, des médecins? Est-ce que l'ordre ne t'a pas écrit pour... Non. L'ordre, il m'avait espionné sur LinkedIn, mais c'est tout. Non, pas encore. Mais je pense que ça va venir, parce que vu que le Monde Diplo est un mensuel, tout le mois, ça va se diffuser au fur et à mesure. Par contre, les médecins... sont très contents qu'enfin ça sorte. Il y a aussi, comme tu as rappelé très bien, l'enquête de Basta. Qui était très bien aussi. Donc du coup, c'est en faisant sortir ça, j'étais très content que ça puisse paraître, parce que c'est assez technique. Oui. C'est un système qui est très, très opaque et très pas évident à expliquer. Donc voilà. Et est-ce que, j'imagine que tu travailles sur d'autres enquêtes, est-ce que tu peux nous en dire plus, ou on doit attendre avant de... Là, je suis plus maintenant sur Pôle emploi et la CAF en ce moment, parce qu'il y a beaucoup à dire, comme tu l'imagines très bien. C'est surtout celle-là qui me demande du temps, et je vous en reparlerai à l'occasion. Mais oui, on te recevra volontiers ici pour en savoir plus. Merci encore, et foncez lire cette enquête très fournie, et que j'ai trouvée pour ma part passionnante et révoltante à la fois. C'est sur le monde diplomatique.